Et je parlais avec sa femme hier. Nous n'étions pas amis, lui et moi, en tant que tel. Je profite d'ailleurs de votre question, si vous le permettez, pour rendre hommage à quelqu'un qui n'était pas un ami proche. Moi, je suis constant dans ma démarche, dans mon combat politique, qui n'était pas un ami proche, qui n'était pas un copain de chambrée, qui était Jean-Philippe Kalala Omutunde, en avant. J'étais en désaccord sur les méthodes, quand il s'agit de considérer les Africains qui sont dans les religions révélées en les traitant d'aliénés. Je pense que c'est une erreur méthodologique et que le panafricanisme, c'est l'unité dans les diverses formes d'africanité et non pas stigmatiser ceux qui ne partagent pas la vision du retour à la racine directe. Et je parlais avec sa femme hier. Nous n'étions pas amis, lui et moi, en tant que tel. On est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes et finalement on s'est retrouvé contraint. Là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta propre tradition alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous il pleut chez nous, non? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple, et le peuple se retrouve sans eau, c'est-à-dire tu ne peux pas boire, tu peux manger, tu ne peux pas faire d'agriculture, tu ne peux pas élever d'animaux, tu ne peux rien faire en fait. Comment tu fais pour t'asseoir, pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain. Ça a abruti l'Africain au point que l'Africain, il se met... Moi je vous dis, pour vous expliquer la situation. Non, mais je vous explique la situation pour que vous compreniez. Des femmes africaines décident de partir à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Elles tombent sur un vieux du village, vous voyez, c'était au Bénin, hein, et le vieux leur dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes sont comme ça ?» Elle dit « Oui, on va à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. » Et le vieux regarde les femmes et dit « Mais attends, si les Arabes allaient faire tomber la pluie, il y aurait déjà plu chez eux, non? Donc venez voir les gens du village et on va faire tomber la pluie. » Vous voyez le niveau de l'affaire? C'est-à-dire que l'Africain a tellement perdu son esprit critique dans la colonisation, qu'un truc qui est totalement aberrant, il le fait quand même. Les Ukrainiens savaient que ce qu'ils faisaient allait provoquer l'intervention russe. Mais cette intervention, elle devait être finalement très courte. La Russie devait s'effondrer pratiquement avant même d'avoir atteint ses premiers objectifs de guerre. C'était ça l'idée de manœuvre. Et pour accomplir ça, eh bien, il y a tout un faisceau de moyens, pourrait-on dire, qui ont été utilisés. Il y a tout d'abord évidemment les sanctions. De nouveau, tout ce que je dis est décrit par Alexei Arestovitch, donc je n'invente rien du tout. Mais ça s'est concrétisé par la suite, donc il y a les sanctions massives qui devaient littéralement étrangler la Russie, qui devaient l'empêcher de commercer en réalité. Et une condamnation de l'ensemble de la communauté internationale, c'est pour ça que les Occidentaux se sont attachés à avoir à l'Assemblée générale des Nations unies l'ensemble de la communauté internationale pour condamner la Russie, parce que de cette condamnation devait ressortir la légitimité des sanctions, en fait, parce que finalement, malgré qu'il y ait eu une majorité des pays qui ont condamné l'action de la Russie, finalement les sanctions sont restées au niveau des pays ou des organisations de pays, comme l'Union européenne. Mais l'idée, c'était vraiment d'asphyxier la Russie. Et pour soutenir cet effort, il fallait naturellement un narratif. Il fallait naturellement expliquer aux gens que la Russie ne pouvait pas gagner, que l'Ukraine avait déjà gagné parce qu'elle était dans son bon droit. Et on a en fait tout fait tourner autour de ce narratif. D'une manière ou d'une autre, tous les médias, les grands médias occidentaux sont alignés sur ce narratif. Et les voix dissidentes ont été automatiquement écartées. On l'a vu sur les plateformes de réseaux sociaux, où on a systématiquement retiré toutes les sources possibles de narratifs alternatifs. Ça a été fait sur Twitter, sur YouTube, mais on l'a vu dans les médias, on l'a vu sur les plateaux de télévision, où d'emblée on a écarté tout ce qui n'allait pas dans la ligne officielle de l'information. Martin Luther Black, Malcolm X Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama Black,
African history document that. So free up black people, live up black people. I in a jailhouse, someone feel like people. Mental shackles and chain in a brain, them trap people. So free up black people, free up black people. In a jailhouse, someone feel like people. Mental shackles and chain in a brain, them trap people. Yeah, my point is, the meek shall inherit the earth, I mean no matter what the fight is. And it was written long before the 80s or the 90s, before the colonel find the herbs and spices. Black people, don't get caught in a them system. Just overcome and don't become a victim. Cause them system set, for them get the future, only the history will get. So free up black people, live up black people. I in a jailhouse, someone feel like people. Mental shackles and chain in a brain, them trap people. So free up black people, free up black people. In a jailhouse, someone feel like people. Mental shackles and chain in a brain, them trap people. Faut quand même pas oublier notre histoire. Nous sommes le produit de viol. Nous tous qui sommes là, nous sommes le produit de viol, le viol de l'Afrique par l'Europe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base même, nous sommes des êtres qui sont nés dans des souffrances. La difficulté en France aujourd'hui, c'est que chacun voudrait qu'il y ait une concurrence victimaire. Et c'est ce qu'elle est en train un peu d'alimenter. Le président de la République, bien entendu, le 10 mai, fait un discours où il parle de l'esclavage, mais je crois qu'on n'a pas besoin, lorsque le président de la République s'adresse dans un endroit aussi solennel et aussi chargé d'émotions que parler de la Shoah, on n'a pas besoin de venir dire « et nous, et nous, et nous ». D'ailleurs, si vous prenez strictement, juridiquement, par définition, ceux qui sont allés chercher des esclaves en Afrique pour travailler dans les plantations ne voulaient pas les exterminer, ils voulaient les faire travailler gratuitement. Donc je pense qu'il y a dans cette espèce de concurrence, il y a un contresens. Dans les plantations ne voulaient pas les exterminer, ils voulaient chercher des esclaves en Afrique pour définition. Ceux qui sont allés chercher des esclaves en Afrique, pour travailler dans les plantations ne voulaient pas les exterminer, ils voulaient les faire travailler gratuitement. Donc je pense qu'il y a dans cette espèce de concurrence, il y a un contresens. Nous sommes nés, faut quand même pas oublier notre histoire. Nous sommes le produit de viol. Nous tous qui sommes là, nous sommes le produit de viol. Dit que la Shoah est le plus grand génocide, eh bien, on peut peut-être comparer avec autre chose, mais on ne peut pas comparer avec l'esclavage, puisque l'esclavage est un crime contre l'humanité, la traite des négriers est un crime contre l'humanité, mais ce n'est pas un génocide. Et je regrette vraiment, je voudrais que Joël Ursule et beaucoup d'intellectuels comprennent que dans ce pays, nous avons besoin de vivre ensemble. Et que par conséquent, ce n'est pas en entretenant des conflits, en entretenant des haines entre les uns et les autres, que nous arriverons à réussir cela. Et si nous ne parvenons pas à vivre ensemble, eh bien, je crois que, comme disait Martin Luther King, nous sommes condamnés à mourir comme des... de l'Afrique par l'Europe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base même, nous sommes des êtres qui sont nés dans des souffrances. D'ailleurs, nous n'aurions jamais dû être là. Des jérémiades, certains diront, il faut avoir dépassé ça. Donc, mais je ne me plains pas, je dis simplement que nous sommes issus de viol. Nous avons subi pendant des siècles, et nous continuons de subir, une domination qui nous impose de nous penser et de nous vivre comme étant des sous-humains. Nous avons un statut, nous autres. Les choses changent, Maryse Duhamel. En Martinique, il faut que vous sachiez une chose. Le décret de 1848, qui a proclamé l'abolition de l'esclavage, a déclaré que les nègres étaient affranchis. Ça veut dire quoi? L'affranchi, le statut d'affranchi est un statut particulier du Code noir. L'affranchi n'est pas considéré comme un être humain. Le seul être humain dans le Code noir, c'était le blanc. Vous aviez l'esclave qui était un meuble, et puis vous l'avez l'affranchi qui était une espèce de bâtard entre les deux, mais qui de toute façon n'était pas un être humain. Donc aujourd'hui, avec le décret de 1848, juridiquement, dans le corpus juridique français, nous sommes des sous-humains. Et c'est tellement vrai que nous sommes des sous-humains que lorsque le décret de 48 a été voté, non seulement il n'a jamais été pensé d'indemniser les Noirs pour ce qu'ils avaient vécu, mais c'est les Blancs qui ont été indemnisés. Pourquoi ils ont été indemnisés? Parce que lorsque vous commettez un crime contre l'humanité,
Vous avez trois choses qui fait qu'une personne, qu'une personne en droit français est considérée comme un être humain. C'est le droit, le droit à son intégrité physique, le droit à son intégrité psychique ou morale et le droit au respect de sa dignité humaine. Lorsque vous me dites que vous ne me réparez pas de ce que vous m'avez fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne respectez pas mon droit à la dignité humaine. Vous me considérez comme un être, comme une chose, puisque vous allez indemniser mon propriétaire, c'est-à-dire les maîtres blancs créoles, et moi, comme le cochon, la poule, la vache, je ne serai pas indemnisé. Marie... En avant. J'étais en désaccord sur les méthodes quand il s'agit de considérer les Africains qui sont dans les religions révélées en les traitant d'aliénés. Je pense que c'est une erreur méthodologique et que le panafricanisme, c'est l'unité dans les diverses formes d'africanité et non pas stigmatiser ceux qui ne partagent pas la vision du retour à la racine directe. 1929 à 1933, la fin de la seconde faillite américaine. La fin de la seconde faillite américaine se déroule sur plusieurs années avec quelques faits marquants. Tout d'abord, en 1929, le marché toujours manipulé par le cartel des banquiers s'effondre dans ce qui est connu sous le nom de Black Tuesday. Plus de 3 ans plus tard, en 1933, la situation est toujours aussi catastrophique. Les banques font faillite en chaîne, le gouvernement est plus endetté que jamais, et l'extension à 20 ans de la dette nationale signée en 1913 en échange de la création de la Fed arrive à son terme. Étant une fois de plus incapable de rembourser le prêt, l'entreprise United States Inc. doit déclarer faillite le 9 mars 1933. Néanmoins, la date exacte de la faillite sur le contrat bancaire est le 2 novembre 1929. Franklin D. Roosevelt, fraîchement élu, et son gouvernement vont alors prendre une série de mesures qui hantent encore aujourd'hui les États-Unis et tous les Américains. Le 9 mars 1933, The Emergency Banking Act entre en vigueur afin d'imposer la fermeture des banques pendant 4 jours. Le décret prévoit la réouverture des banques une fois que les inspecteurs fédéraux les auront déclarées stables financièrement, autrement dit solvables. La loi donne aussi le droit au secrétaire du Trésor de confisquer l'or détenu par les particuliers en échange d'un montant équivalent en monnaie papier. En réalité, cet acte marque la dissolution du gouvernement fédéral américain. En effet, dans la partie 48 Stat 1, Public Law 89-719, le président Roosevelt déclare l'entreprise en faillite et insolvable. Le 5 avril 1933, l'Executive Order 6102 est signé. Il empêche tout Américain de posséder plus de 160 grammes d'or et l'oblige à déposer le surplus à la Réserve fédérale en échange d'un prix équivalent à $20 par once. Cet acte constitue le début effectif de la saisie de tout l'or américain par le gouvernement. Ensuite, le 5 juin 1933,
le Congrès adopte une résolution commune nommée House Joint Resolution 192. Cette résolution suspend le Gold Standard, l'étalon or. L'étalon or est un système monétaire dans lequel l'unité de compte ou étalon monétaire correspond à un poids fixe d'or. En réalité, cette décision de suspendre l'étalon or dissout la souveraineté des États-Unis et les capacités de tous les bureaux gouvernementaux et de tous les agents du gouvernement. Cette notion de faillite et de perte de souveraineté du gouvernement fédéral américain est désormais bien connue par le public américain informé, grâce aux nombreuses recherches sur plusieurs décennies. Elle a même été clairement détaillée et inscrite dans le Congressional Record en mars 1993 par James Traficant Jr., alors sénateur de l'Ohio, dans un discours intitulé « The Bankruptcy of the United States » ou la faillite des États-Unis. Il indique, je cite, « Monsieur le Président, nous sommes maintenant au chapitre 11 Bankruptcy. Les membres du Congrès sont des administrateurs officiels qui président la plus grande réorganisation de toute entité en faillite dans l'histoire du monde, j'ai nommé le gouvernement américain. Nous présentons, je l'espère, un plan pour notre futur. Certains disent déjà que c'est une autopsie de médecins légistes, celle qui nous mènera à notre perte. C'est un fait établi que le gouvernement fédéral des États-Unis a été dissous par l'Emergency Banking Act de mars 1933, mise en place par le président Roosevelt. Le House Joint Resolution 192, cette résolution commune de suspendre l'étalon or et abroger la clause d'or a dissous l'autorité souveraine des États-Unis et les capacités officielles de tous les bureaux, agents et départements gouvernementaux et constitue une preuve supplémentaire que le gouvernement fédéral des États-Unis n'existe aujourd'hui que de nom. Les destinataires ou bénéficiaires de cette faillite sont les banquiers internationaux via les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Tous les bureaux, représentants et départements opèrent désormais sous un statut de facto en un seul monde, le tout sous loi martiale. La République constitutionnelle d'origine étant maintenant dissoute, les bénéficiaires de cette faillite ont adopté une nouvelle forme de gouvernement pour les États-Unis. Cette nouvelle forme de gouvernement est connue sous le nom de démocratie, qui est un modèle socialiste communiste sous les ordres d'un nouveau gouverneur pour les États-Unis. Cet acte a été établi et mis en place en transférant le bureau du secrétaire du Trésor et ses biens au gouverneur du Fonds monétaire international. L'article de loi public 94 564, page 8, section House Resolution 13 955 indique en partie: le secrétaire du Trésor ne reçoit aucune compensation en échange de sa représentation des États-Unis. Fin de la citation. Cet acte, qui marque la dissolution du gouvernement fédéral américain, a également été confirmé par plusieurs décisions de justice, notamment dans le cas Perry versus US de 1935. Je vous parlerai de la saisie effective des biens américains et de tout ce qui se trouve à l'intérieur du pays par le cartel des banquiers internationaux via le FMI dans une prochaine vidéo. En attendant, la dissolution du gouvernement fédéral américain est une étape importante pour le cartel des banquiers, car ils vont pouvoir commencer à récolter le fruit de leur labeur, si je puis dire. L'une des premières demandes qu'ils vont faire au gouvernement américain est sans aucun doute la plus inhumaine. Ils vont demander au gouvernement de transformer ses propres citoyens en esclaves économiques. Malgré toutes les mesures prises en 1933 par Franklin D. Roosevelt et le gouvernement américain, celui-ci n'arrive pas à accumuler assez d'or pour rembourser ses dettes auprès de la Réserve fédérale et du cartel des banquiers. Les banquiers ne veulent plus faire de prêts au gouvernement américain et celui-ci fait une fois de plus face au risque de ne plus pouvoir fonctionner correctement. C'est alors que le gouvernement décide de mettre en place une idée plus ou moins ingénieuse. Il décide de garantir le remboursement de leurs prêts avec le labeur de tous les citoyens concernés par le 14e amendement, autrement dit, tous les citoyens américains. Ils vont articuler cette idée en créant et en monétisant le système des actes de naissance connu sous le nom de Birth Certificate aux États-Unis. Ils réussissent ce tour de force en créant un Foreign Situs Trust, un trust situé à l'étranger, et en utilisant le nom de chaque citoyen en lettres capitales comme entité gestionnaire de ce trust. Chaque citoyen qui naît après cette manœuvre est alors représenté par son nom en lettres capitales au Foreign Situs Trust comme étant la garantie de remboursement des futurs prêts de l'entreprise United States Inc. grâce à son labeur. Le certificat de naissance aux États-Unis n'est pas la propriété de la personne concernée. Le certificat est la propriété du gouvernement qui, lui, détient la copie originale. Il délivre une attestation au besoin qui vaut pour copie certifiée et non l'original. Puisque le gouvernement détient la propriété du certificat, chaque Américain est désormais considéré comme un employé de l'entreprise United States Inc. Cette subtilité fait la différence entre un individu et une personne. Un exemple est le Title V de l'US Code 5 USC 552A alinéa 13, où un individu, an individual, et une personne, a person, ne signifient pas la même chose. Une fois reçu par le gouvernement, le certificat de naissance de chaque citoyen est envoyé au département du transport, qui l'envoie à son tour au département du Trésor américain.
Le département du Trésor américain délivre alors un bon au porteur contre ce certificat qui est garanti par le futur labeur du citoyen en question. Il ne reste plus alors qu'à obtenir le consentement de chaque Américain à ce plan machiavélique. Ça sera chose faite avec la mise en place du Social Security Administration, ou Sécurité sociale. Sous la promesse de fournir une protection en cas de chômage, une retraite, des services pour les enfants et une sécurité en cas de maladie, ce programme enrôle volontairement la quasi-totalité des Américains. Tout citoyen américain possède aujourd'hui un numéro de sécurité sociale qui l'attache directement à son alias en lettres capitales. Ce système permet à la Réserve fédérale américaine de garantir le remboursement des prêts qu'elle effectue au gouvernement américain et de la dette nationale grâce au labeur de tous les citoyens. Suite à cette manœuvre totalement illégale, les prêts de l'entreprise United States Inc., alors en faillite, peuvent reprendre. En utilisant les actes de naissance de tous les citoyens comme garantie financière, le gouvernement américain vient de transformer ses citoyens en entités pouvant désormais être échangées comme du bétail sur les marchés boursiers du monde entier. Et c'est précisément en s'intéressant au système des actes de naissance que le sergent Robert Horton et son équipe vont découvrir un plan vieux de plusieurs centaines d'années, visant à réduire en esclavage le monde entier. Ce complot concerne les 3 villes-États que sont le Vatican, la Cité de Londres et Washington DC. Le plan est de réduire en esclavage tous les êtres humains au service de quelques-uns. Un de ces exemples est celui des États-Unis, où depuis 1933 et la mise en place du système d'actes de naissance qui sert de commodité sur les marchés, les êtres humains viennent de perdre leur souveraineté. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment le cartel des banquiers va s'empresser de profiter de son nouveau pouvoir sur les États-Unis, en pillant tout ce qui se trouve à l'intérieur du pays, notamment l'or, les parcs nationaux, les monuments et à peu près tout ce qui a une valeur tangible. En attendant, vous pouvez obtenir ces informations l'épilogue de cette histoire qui se déroule actuellement sous vos yeux en vous procurant le livre 1999, le plus grand secret de l'humanité, disponible sur 1999lelivre.com. Pendant qu'on y est, il y a un leader de la société civile, Doumbouya Fakoly, qui a été arrêté parce qu'il prônait le soutien à un mouvement qui est blasphématoire. Si on le compare un peu à vos retours, à nos valeurs sociétales, à nos valeurs culturelles, alors est-ce que ça ne fait pas un savant dosage très dangereux? Je vous remercie infiniment pour votre question. Je pense qu'elle est très importante et je m'attendais, sans qu'on me le dise, à ce que cette question puisse revenir. Parce que je sais que ça fait beaucoup de polémiques ici. Je profite d'ailleurs de votre question, si vous le permettez, pour rendre hommage à quelqu'un qui n'était pas un ami proche. Je vais jamais, moi, je suis constant dans ma démarche, dans mon combat politique, qui n'était pas un ami proche, qui n'était pas un copain de chambrée, qui était Jean-Philippe Kalala Omutunde, qui est connu dans le milieu afrocentrique, qui est connu par certains qui sont amoureux de la culture africaine, qui était un chercheur indépendant, qui a tout fait pour valoriser la connaissance. On était en désaccord sur la méthodologie, c'est-à-dire que moi-même, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une valorisation de la tradition africaine, qu'on doit arrêter d'enterrer ce qui est notre racine, on doit la valoriser, la mettre en avant. J'étais en désaccord sur les méthodes, quand il s'agit de considérer les Africains qui sont dans les religions révélées en les traitant d'aliénés. Je pense que c'est une erreur méthodologique et que le panafricanisme, c'est l'unité dans les diverses formes d'africanité et non pas stigmatiser ceux qui ne partagent pas la vision du retour à la racine directe. Je pense qu'il doit y avoir une méthodologie et un accompagnement sur cette logique-là. Mais n'en demeure pas moins que c'était un grand chercheur, un grand historien. Et j'ai parlé avec sa femme hier. Nous n'étions pas amis, lui et moi, en tant que tels, mais on a eu cette année la logique de se donner la main, même si nous on était dans le courant politique et lui dans le courant historique, parce qu'on a compris que malgré nos différences, il était important que l'on puisse montrer cette logique d'unité. Donc ça c'est important, je ferme la parenthèse. C'est un enjeu important parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous êtes les autres. Et vous suivez les autres, vous êtes perdus. Dans le monde entier, c'est seule la race noire qui est à genoux. Parce que la race noire a renoncé à elle-même, a renoncé à l'enseignement de ses ancêtres, qui sont les meilleurs. Vous avez parlé tout à l'heure de religions révélées. Il n'y a pas de religion révélée. Les religions dites révélées. J'ai écrit un livre intitulé « L'origine négro-africaine des religions dites révélées », dans lequel je démontre que toutes ces religions-là ont puisé à la source africaine. On fait du copier, du mal copié et du mal collé. Donc il n'y a pas de religion révélée. Nous sommes ce que nous sommes. Donc notre devoir, c'est d'apprendre à la jeunesse à se ressourcer, à savoir qui elle est. Et en ce moment-là, personne ne pourra donner. Mais vous poussez la chose jusqu'à dire que le Coran, qui est aujourd'hui le livre de la religion
majoritaire pratiquement au Mali et dans une large partie de l'Afrique, est un livre qui amène les Africains à réciter quelque chose qui est contre eux-mêmes, quelque chose qui est contre la race africaine, en quoi le Coran contient des passages qui racistes tels que vous l'avez dit dans vos écrits. Dans une de mes vidéos que j'ai adressée à Assimi Goïta et à Choguel Kalamaïga, je dis à Assimi Goïta qui a ouvert les frontières pour faire partir des béliers en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour leur permettre de faire la tabaski. Je lui ai dit, il a foutu gravement et je vais lui démontrer cela. À la fin de la vidéo, je lui ai démontré comment la tabaski est venue. Peut-être vous ne savez pas, la tabaski est venue parce qu'Abraham est allé en Égypte. Il est allé en Égypte quand les Juifs, les Hébreux... Ça c'est l'histoire. Non, mais c'est la réalité, justement. Non, je sais. Nous vous demandons en réalité quels sont les passages racistes du Coran dont vous parlez. Les passages racistes. Vous savez, il y a l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament, il y a le Coran qui vient en dernier. Le Coran repose de tout son poids sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament a essayé de valider une histoire farfelue qui consiste à dire que nous sommes descendants de Noé. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Le Coran, ça c'est la genèse des testaments dont vous parlez de la Bible. Ça c'est la genèse. Et dans la genèse du Coran, je ne connais pas ces passages-là racistes dont vous parlez. Moi, je n'en connais pas. Mais il y a des musulmans qui s'appellent Nuhu, donc qui reconnaissent cette vérité-là. Allez-y, mon camarade Juan Branco, mon camarade Juan Branco. L'islam pour moi c'est la vie, tout simplement. C'est un mode de vie, un mode de pensée, c'est même une respiration. Que ce soit le cœur, que ce soit l'âme, la pensée, c'est un tout. C'est juste un grand hymne de l'universalité sur tous ses côtés et I just love it.